Mais Isabelle, mais vu sur la question des réformes, vous avez eu à entamer beaucoup d'activités, notamment au niveau de la diaspora. Et le chef de l'opposition, M. Jean-Pierre Fabre, a rencontré la diaspora la fois dernière, des échanges ont eu lieu. Mais sur les plateformes, ce sont là les questions des sous. Quel est le soutien que vous avez besoin de la diaspora? Merci de poser la question parce que sur les réseaux sociaux, les polémiques vont encore montrer de ce côté-là. Parce que finalement, je me rends compte que autour de M. Jean-Pierre Fabre se développe beaucoup de polémiques, hein, à tout le moins, surtout rien, beaucoup de polémiques, des fois puériles aussi. Il faut avoir le courage de le reconnaître, qui se développent sur les réseaux sociaux. Bon, M. Jean-Pierre Fabre, quand il était parti en mission donc à Bruxelles, passé par Paris à rencontrer les militants de l'ANC en Europe et autres pour échanger, comme à son habitude avec eux. Je me rappelle que l'année dernière, il était en Allemagne aussi pour rencontrer, où il y a 2 ans de cela, pour rencontrer la diaspora. Et quand ces déplacements le lui permettent, il le fait souvent, c'est une obligation statutaire, puisque dans ces pays-là, nous avons nos structures, nous avons la fédération internationale, Europe a dit, Afrique, Amérique et autres. Et donc, le président national, il est à l'obligation de les rencontrer. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut intégrer la visite donc, que le président national a rendue là-bas. Et au cours de cette visite, il n'a pas manqué d'affaire un discours qui a été rendu pour le public et en demandant à la diaspora d'aider le parti. On le serait à nous, puisque c'est des militants qui sont dans le parti, qui ne sont malheureusement pas sur le terrain, mais qui sont dans la vie, qui comptent énormément aussi pour le pays, parce que bon, on dit souvent que dans les pays, la diaspora contribue énormément et tout le reste. Et donc, le fait de demander, et il avait d'ailleurs dit que la diaspora devait aider en toute humilité et tout cela, parce que en toute humilité, puisque nous avons remarqué des fois sur les réseaux sociaux aussi que de la diaspora vient souvent des invectives au niveau de ceux qui se trouvent sur le terrain et qui se battent au jour le jour pour se faire. Et donc c'est pour ça que le président national a fait appel à l'humilité de tout un chacun pour ce qui concerne tout ça. Parce que nous qui sommes sur le terrain, ici nous savons ce que nous endurons dans cette lutte et tout ça. Et nous avons choisi librement de l'accomplir et autres. Personne ne nous a obligés à le faire. Nous ne sommes pas non plus payés pour lutter et tout ça. C'est un sacerdoce que de mener cette lutte-là. Et donc, pour le moins, je crois que chacun devait, toute proportion gardée, reconnaître que cette lutte-là est beaucoup plus un sacrifice qu'autre chose pour les uns et les autres, et surtout pour les premiers responsables. Et donc, on fait appel à l'unité et en demandant que les structures sur le terrain ont besoin de l'aide et tout cela. Mais ce que les gens ne disent pas, c'est que le président national de l'ANC a déclaré publiquement que s'agissant de l'argent ou s'agissant des cotisations et autres là, qu'il préfère que les gens de la diaspora se gardent leur argent pour eux. Parce que vous savez, dans la diaspora, il y a toujours eu, et nous ne l'ignorons pas, ces problèmes de polémique autour de l'argent qui serait envoyé et autres et tout ça. Et aujourd'hui que nous m'ont donné l'opportunité de parler, mais je vais parler. Ceux qui se trouvent dans la diaspora, ils savent eux-mêmes, parce que face à leur conscience, ils doivent pouvoir savoir eux-mêmes de combien ils ont contribué à cette lutte que nous menons. Il ne s'agit pas d'aller déclarer la diaspora contribue, la diaspora envoie de l'argent et tout ça. La diaspora envoie combien? Et qui dans la diaspora a envoyé de l'argent? Moi, j'entends souvent cela et tout, mais on ne nous dit jamais, à tel moment et autres, voilà, la diaspora a envoyé 10 milliards à l'ANC ou au président ou au chef de file de l'opposition, etc. et tout ça. Non, on ne nous le dit jamais. On dit la diaspora envoie, ou bien la diaspora envoie de l'argent et on ne reçoit pas, ou l'argent tombe quelque part. Moi, je n'en sais rien.
Ce que moi je sais, et que je peux dire ici, tout en témoignant, et en remerciant encore ceux qui ont contribué à cela, c'est en 2012, lorsqu'il y a eu les incentives des marchés de Kara et autres, et vous vous rappelez que nos militants avaient été arrêtés, et certains sont toujours en prison aujourd'hui. À l'époque, nous faisions les marches hebdomadaires et autres. Et donc, j'étais chargé de m'occuper du côté social, de la gestion de nos militants qui ont été arrêtés et autres et tout ça. Et donc, à ces meetings-là, j'avais mis en place, parce qu'il fallait s'occuper d'eux, il y en a qui tombaient malades. D'ailleurs, nous continuons jusqu'au jour d'aujourd'hui à le faire, à prendre en charge ces prisonniers-là qui sont toujours arrêtés innocemment dans cette sordide affaire d'incendie des marchés de Kara. Et je me rappelle, et vous, tout le monde devait rappeler, puisque je l'ai fait de manière ouverte et autre, je rendais compte tous les jours, et donc des gens qui contribuaient dans la quête qui permettait que nous puissions nous occuper de ces militants. Aujourd'hui, la comptabilité de cela est là, tant en recettes qu'en dépenses, et je vous garantis que les dépenses sont plus élevées que les recettes. Bon, ça c'est la première chose. Et donc, des personnes de bonne volonté de la diaspora ont consenti et ont fait des quêtes. Et je rendais compte, je remercie au fur et à mesure, hebdomadairement et tout ça. Toutes les structures de l'ANC à l'étranger, qu'à l'intérieur du pays, ont contribué. Et ce qui nous a permis de prendre pendant plus de 2 années en charge tous les détenus qui avaient été arrêtés dans l'affaire des incendies. Aujourd'hui, cet élan-là s'est émoussé aujourd'hui, mais ça n'empêche pas l'ANC, les responsables que nous sommes, de prendre à bras le corps la survie de nos militants qui restent encore emprisonnés dans cette affaire-là. Donc, voilà ce que moi je sais de ce que la diaspora a fait et autres. Bon, autre chose que je remarque, c'est que les bonnes volontés qui ont contribué et tout ça, eux ne parlent jamais. Mais ceux que j'entends parler de la contribution de la diaspora, c'est des gens peut-être dont je n'ai jamais entendu parler, des gens que je ne connais pas, et tout ça qui disent la diaspora contribue, la diaspora contribue où? Pour aider l'opposition et tout ça, moi je veux voir. Mais je me rappelle aussi que lors de l'élection de 2015, la dernière fois, mais des gens ont pris sur eux d'acheter leurs billets et tout ça, de prendre en charge leur séjour et sont venus au Togo nous aider. Ces gens-là étaient dans les QG du parti, et il y en a qui sont partis en campagne électorale, par exemple avec moi dans les plateaux et tout cela. Il y avait une bonne vingtaine de militants qui sont venus de la diaspora pour nous prêter main forte, pour pouvoir gérer les résultats et autres et tout cela. Et ça aussi, c'est un honneur, et moi je suis fier d'appartenir à un parti politique dont les militants reconnaissent la gravité du moment et peuvent contribuer comme cela en s'offrant et tout. Bon, voilà. Et donc, à part cela, mais je ne sais pas de quel argent est-ce que l'on parle. Et c'est pour cela que la polémique nous revenant et autres, que le président national a pris le soin de déclarer publiquement là-bas, devant les militants, pour dire qu'il n'est pas venu ici pour leur demander de l'argent. Et que surtout, il ferait mieux de garder leur argent pour eux. Parce que nous attendons souvent, les Togolais parler de l'argent, ont un rapport bizarre avec l'argent qu'ils trouvent partout, surtout s'agissant des responsables de l'opposition et autres et tout ça. Et donc, pour ne pas avoir de problème, nous ne nous emmêlons pas de cette histoire. Donc c'était pour mettre fin à cette polémique que le président national de l'ANC, M. Jean-Pierre Favre, chef de file de l'opposition, a demandé à la diaspora de garder la... Oui, mais il a déclaré, il leur a dit publiquement que bon, c'est parce qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi les gens disent la diaspora et tout ça, envoie de l'argent et tout ça, quel argent. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Lorsque nous avons créé l'ANC, je crois que
au bout d'une année d'activité, je suis allé faire une tournée une fois en Europe. Je crois que j'étais allé à Bruxelles, où j'ai rencontré nos militants là-bas, et puis je suis venu à Paris, également, où j'ai rencontré nos militants, et je suis allé à Lille également, parce que nous avons une sous-section à Lille. Et déjà, bon, les gens parlaient, bien, la diaspora contribue, etc. et tout ça. Et donc, ayant appris cela, avant de partir, j'ai demandé au trésorier de l'ANC de me faire le point des dépenses et des recettes en matière de cotisation et de dons faites à l'ANC pendant la première année de la création de l'ANC. Je crois que ces documents-là, je dois les garder, je devais les avoir dans mes archives. Et à l'époque, à une année d'exercice, parce que à l'époque, nous faisions des marches hebdomadaires et également nous avions fait une tournée nationale également et autres. Et je me rappelle que quand le trésorier général m'avait fait le point, nous étions à des dépenses de 78 millions. C'est ça? 78 millions de francs CFA. Et quand je suis allé à Lille, j'ai posé la question, j'ai dit, mais je vous entends, on m'entend souvent dire, ah oui, la diaspora a envoyé de l'argent, la diaspora a fait ceci, la diaspora a fait cela. C'est pour cela que, en venant, j'ai pris sur moi de demander au trésorier de faire un mi-parcours de l'exercice de l'ANC, de me faire le point sur nos dépenses et tout ça. Et que je vais leur donner in extenso les détails de ces rubriques-là. J'ai donné ce que nous coûtait une marche hebdomadaire, ce que nous a coûté la tournée nationale que nous avons que nous avons réalisé, ce que nous coûte le loyer de notre siège, ce que nous a coûté le traitement, parce que les manifestations et tout ça, vous savez, des fois ça dégénère, tout ça aussi des gaz lacrymogènes. On a crevé l'œil des militants, on a cassé les jambes et tout cela. Et tout ça, c'est à nos frères que nous soignons ces personnes et autres et tout ça. Donc, total, à peu près 78 millions et autres. Recettes, je dis, bon, les recettes, c'est la contribution des députés, c'est la contribution des premiers responsables de l'ANC, c'est, par exemple, quand on va faire une tournée, on demande au vice-président, etc., aux membres du bureau national, etc., et tout ça, j'ai fait le point. La diaspora n'a pas compris. Et j'ai posé la question à l'auditoire, en disant, voilà, les dépenses, je vous les donne, 78 millions et quelques. Moi, je ne veux pas que vous répondiez à moi, Isabelle Amégavi, mais je veux que vous répondiez à votre conscience. Sur ces 78 millions, combien vous avez donné? Que chacun réponde à sa conscience que sur les 78 millions de dépenses que je vous ai donné tout à l'heure, combien chacun a donné? Et que face à sa conscience, tout le monde doit pouvoir apporter cette réponse. Et c'est la même chose que je vais dire aujourd'hui aux gens de la diaspora qui prétendent envoyer de l'argent tout le temps et autres, et tout ça, de dire que une tournée dans les plateaux, je ne dis pas une tournée nationale, sur toute l'étendue du territoire, une tournée dans les plateaux ne coûte pas moins de 12 500 000. Combien de fois est-ce que des gens de la diaspora nous ont envoyé cet argent-là? Il faut que chacun puisse répondre. Il faut que chacun puisse répondre. C'est pour cela que le président de l'ANC, le président national de l'ANC a dit la dernière fois que si ça n'est ainsi, mais que l'argent, il n'y a pas de problème. Parce que nous tournons, nous accomplissons des activités et tout ça. Et d'ailleurs, on nous reproche à chaque fois, pourquoi vous n'avez pas fait ceci? Pourquoi vous n'allez pas à l'intérieur du pays? En oubliant à chaque fois que quand on vous dit pourquoi vous n'avez pas fait ci, pourquoi vous n'avez pas ça, tout ce qu'on vous demande de faire là, ça a un coût. Mais nous attendons, tout ce qu'il faut réaliser dans ce pays-là, ça a un coût. Peut-être que l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes un parti politique composé de gens qui se sacrifient
jour et nuit, et qui se donne corps et âme à ce parti politique. C'est pour ça que nous pouvons organiser une marche aujourd'hui qui va nous coûter 200 000. Mais allez demander au parti au pouvoir s'ils veulent organiser une marche, si ça leur coûte 200 000 et tout le reste. C'est que les gens font bien. Les gens, nos jeunes, les APACAM et autres, là, nos jeunes là, font les APACAM eux-mêmes. Nos jeunes contribuent en donnant leur force gratuitement au parti et tout ça. Voilà pourquoi nous arrivons à tourner. Alors, donc à chaque fois quand on nous dit la diaspora et tout ça, mais ceux qui ont l'habitude d'aller quémander auprès de la diaspora se connaissent. Et donc l'ANC aujourd'hui, bon, moi je ne sais pas. C'est-à-dire que tout le monde au niveau de la diaspora doit pouvoir répondre face à sa conscience de à combien s'élève sa contribution pour cette lutte-là. Pour ce qui concerne l'ANC, pour ce que moi je sais, en ce qui concerne, à l'époque on était dans le CSC, et j'ai la liste des noms de ceux qui ont contribué. Donc, des gens ont demandé l'anonymat, les gens ont sollicité l'anonymat à ce moment-là quand je tirais ce dossier-là. Mais ça n'empêche que la liste de toute la contribution qui a été faite et tout cela, je l'ai aujourd'hui. Et le montant des dépenses qu'on a réalisées en ce qui concerne la prise en charge de nos détenus aussi est plus élevé que les recettes que nous avons faites. Et donc, mais parmi ceux qui ont contribué en ce qui concerne la prise en charge de nos détenus, mais aujourd'hui, je n'en vois pas un seul qui dit qu'il a envoyé de l'argent, qui crie sur tous les toits que la diaspora. Non, non, je ne vois pas. Donc, moi j'ai l'impression que c'est des gens qui ne font rien, qui peut-être pour se dédouaner, pour dire qu'ils participent, crient, aujourd'hui qu'ils contribuent, la diaspora contribue et autres, et tout cela. Voilà, mais je ne comprends pas. Au Togo, ben, quand il y a des problèmes d'argent, ben, les gens se disent des choses et tout ça, et ne prennent pas la peine de s'arrêter pour se dire, mais au moins, est-ce qu'il y a de la logique dans ce que nous disons? Mais la contribution de la diaspora, mais où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle va? Voilà, maître Isabelle Amegambi, vous venez de le dire, la lutte, c'est une question de moyens financiers bien sûr, et tout le reste. Vous avez entamé cette lutte-là, ça fait des années, des décennies. Et bientôt, c'est 40 ans pour un régime, une seule famille, Nassibé au pouvoir, 14 avril prochain. Mais le combat que vous menez, on donne l'impression qu'en réalité, vous tournez en bourrique. À quoi cela est dû? Oui, mais cela est dû à un régime réfractaire au changement et qui refuse l'alternance. C'est tout. Vous savez, le Togo est le pays où nous avons essayé toutes les méthodes imaginables de lutte que nous devons mener. Mais je dirais aussi que cela est dû aussi à l'opposition, parce que tout à l'heure nous en avons parlé. Est dû aussi à l'opposition, parce que quand vous dites de l'opposition, et qu'au lieu, vous ne verrez pas et les responsables de l'opposition aller sur lesquels combattre les dérives de ce régime. Et quand les responsables de certains partis d'opposition vont sur les chaînes, c'est pour injurer le chef de file de l'opposition qu'on accuse de tout et de rien et autres. Cela fragilise aussi l'action de l'opposition et à la longue, le peuple togolais, eux-mêmes ils disent, le peuple togolais est fatigué. Cela est dû au fait que cette lutte-là aussi a duré, ça dure parce que face à un régime cinquantenaire, dictatorial et tout ça, qui s'appuie sur la force, qui s'appuie sur une armée tribale et autres et tout cela, mais c'est difficile de combattre ce régime. Mais moi je suis choqué, et permettez que je le dise, je suis choqué lorsque j'entends des gens dire ah oui, le peuple est fatigué, l'opposition a échoué et autres. L'opposition n'est pas allée à un examen, ce n'est pas la lutte pour la liberté. La lutte pour la liberté n'est pas le baccalauréat ou le probatoire ou le PPT où quelqu'un peut échouer ou quelqu'un peut être admis. Non, nous sommes en train de lutter pour que le changement intervienne dans notre pays. Face à un régime dictatorial, cinquantenaire, dynastique et autres qui s'appuie sur la force de l'armée et tout le reste, le combat est rude. Et donc, on ne peut pas dire qu'on est fatigué, le peuple est fatigué, etc. et autres. Moi, je n'ai jamais vu un peuple qui se bat pour sa liberté se fatiguer. Est-ce qu'on peut se fatiguer
dans une lutte pour sa propre liberté et sa seule survie. En ce moment-là, et je l'ai dit, mais je le redis encore, il faudrait mieux pour nous que nous allions tous, nous-mêmes peut-être, nous suicider pour que nous ayons la paix et tout ça, et que nous allions dormir au cimetière et autres. Mais moi, j'estime que nous sommes nés libres. Dieu nous a créés libres. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas nous fatiguer de lutter pour la liberté pour laquelle Dieu nous a créés, et que quelqu'un comme cela nous a enlevés. Donc nous devons nous battre jusqu'à ce que la liberté qui nous a été enlevée, nous puissions la reconquérir. C'est ça ce que nous faisons. Et donc nous, à l'ANC, nous faisons notre part. Tous les jours que Dieu fait, ce n'est pas quelqu'un qui nous a obligés, nous avons choisi de le faire. C'est un sacerdoce et nous sommes fiers de le faire. Nous le faisons chacun dans notre pays, chacun au niveau de la diaspora n'a qu'à faire sa part en toute conscience. Que chacun, que ce soit dans la diaspora ou au Togo, fasse à sa conscience, dans sa chambre à coucher, fasse le bilan de quelle a été sa contribution personnelle à cette lutte-là que nous avons commencé à mener depuis 1980. Et je crois que face à notre propre conscience, chacun trouvera la réponse à la question que j'ai posée, et à partir de ce moment-là, tout ira bien et autres. Le chef de l'opposition, lorsqu'il sollicite l'aide de la diaspora, c'est parce qu'il estime que c'est des Togolais à part entière et que ces Togolais-là ne devaient pas être délaissés. C'est pour ça qu'il prend sur lui à chaque fois que son emploi du temps et les moyens lui permettent de les rencontrer, d'échanger avec eux, parce que ces personnes-là doivent aussi également apporter leur contribution à l'essor, à l'édification, à la reconstruction de notre pays. Mais ce n'est pas une raison pour que la diaspora accuse l'ANC de choses qui ne sont pas réelles et de fonds qui seraient envoyés et dont nous, à la limite, nous ne voyons jamais la couleur. Voilà pourquoi il avait dit que si ça n'est ainsi, la diaspora, les uns et les autres peuvent garder leur argent. Nous, avec les moyens du bord, nous avons appris à le faire comme on dit chez nous, à Yamami. Nous sommes habitués à la souffrance et autres. Nous faisons avec les moyens du bord et qu'on arrête de se répandre à tort et à travers sur les réseaux sociaux sur cette histoire d'argent. Si c'est pas chez le président et le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, c'est la diaspora, etc. et tout ça, qu'on arrête les polémiques et les histoires sordides que je remarque aujourd'hui que certains Togolais affectionnent pour laisser de côté notre vrai objectif, qui est de faire en sorte que l'alternance arrive dans ce pays et que les Togolais puissent vivre librement et en bon état, le bien-être et la liberté, le respect des droits de l'homme, soit le partage de tous les Togolais. Et que notre pays ne soit pas pris en otage par une minorité pendant que la majorité souffre tous les jours. Voilà, vous faites allusion tout à l'heure à l'alternance politique. Le chef de l'État du Niger, dans l'une de ses allocutions, le week-end dernier, a laissé entendre qu'il ne voulait plus le troisième mandat, qui ne peut, entre guillemets, le plus intelligent que possible dans le pays. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration du président Issifou Mahamadou du Niger? Oui, non, mais ça, c'est ce qui est normal. Vous savez, les Blancs qui ont créé la démocratie ne sont pas dupes. Ils savent que l'exercice ad vitam aeternam du pouvoir n'amène que des dérives. C'est pour cela que dans la démocratie, on a créé la limitation du mandat et tout le reste pour permettre aux idées de se changer, pour permettre, lorsque vous êtes au pouvoir, lorsque vous avez fait un temps, que vous pouviez partir et que d'autres aussi mettent leur savoir et leur potentialité au service de la nation, qui est notre bien commun. Ce n'est pas, par exemple, le Togo n'est pas la propriété privée de certains au détriment d'autres, c'est notre bien commun. Et tous les fils et les filles de ce pays doivent pouvoir apporter leur contribution
aux hautes fonctions qui sont de diriger notre pays. Donc, je dirais que le chef de l'État nigérien est un chef d'État comme tous d'autres qui comprend que s'éterniser au pouvoir, tripatouiller la Constitution et tout ça n'est pas de nature à apporter la paix et la prospérité dans son pays. Voilà pourquoi il a dit à tort, à raison, il a dit à raison qu'il ne publierait pas de nouveau mandat. C'est pour ça que nous nous battons au Togo aussi, pour que M. Faure Gnassingbé comprenne qu'après 38 ans de règne de son père, à la limite 15 ans, nous sommes 15 ans de règne de lui-même, il est temps qu'une autre famille, il est temps qu'un autre Togolais aussi puisse conduire la destinée de ce pays et puisse apporter également des idées nouvelles pour que le Togo, qui se débat dans un marasme économique, social et politique sans précédent, puisse également, à l'aune des vertus démocratiques, suivre le pas des autres pays de la sous-région qui commencent à nous devancer de très loin. Maître Isabelle Mengavi, merci beaucoup à vous. Merci à vous.